Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Public Sénat, bienvenue dans Dialogue Citoyen. Nous sommes ensemble pendant 1h30, 9 citoyens et citoyennes originaires des 4 coins du pays, 6 sénateurs et sénatrices, tous et toutes venus échanger sur les inégalités hommes-femmes, confirmées, accentuées et parfois révélées par la crise Covid. Il y a d'abord les violences conjugales. Le standard du 39-19 a explosé en 2020. 40% des femmes sondées par l'IFOP affirment que les actes violents ont commencé à partir du confinement de mars ou un petit peu après. Violence, mais aussi pressions diverses, discrimination sexiste, inégalité salariale. On a beaucoup parlé ces derniers jours de femmes journalistes dans l'univers sportif, mais parfois c'est dans l'espace public que les femmes sont humiliées ou mises de côté. Autant de sujets sur lesquels nous allons revenir ce soir. Nous donnerons la parole aux victimes et à celles et ceux qui font bouger les lignes au quotidien. Nous verrons comment les élus de la Haute Assemblée peuvent les accompagner, peut-être parfois par des avancées législatives. Ce dialogue, vous le savez maintenant, vous pouvez le suivre et le commenter sur les réseaux sociaux, #Dialogue Citoyen sur Twitter. Il est également diffusé sur YouTube. Sachez enfin que ce programme est disponible pour les sourds et malentendants. Avant de vous présenter tous nos invités, quelques images. Les images d'une citoyenne qui a fait des violences faites aux femmes le combat de sa vie et qui a notamment décidé de faire de la prévention auprès des jeunes. Regardez. Pendant toute mon adolescence, j'ai rempli des cahiers en cachette. J'avais plein de choses à dire et je savais pas trop à qui, alors je les écrivais. Et puis à 15 ans, j'ai dû affronter mon mariage. J'étais assez énervée. J'en voulais à mes parents, j'en voulais à toutes les filles qui avaient accepté avant moi et je m'en voulais d'avoir accepté alors que je n'avais pas envie. Et puis un jour, ma sœur m'a fait découvrir l'album de Bams, Vivre ou mourir. Et cet album, je l'ai écouté en boucle pendant des semaines, et chaque mot, chaque phrase résonnait en moi, c'était complètement incroyable. Et puis, sa chanson Non m'a fait dire non à tout ce que je ne voulais pas. Donc, je suis partie de chez mes parents, je me suis débarrassée de ce mariage avec cette chanson Non. Alors, j'ai écrit un spectacle autour des violences faites aux femmes. L'idée, c'était de parler de ces thématiques de façon moins conventionnelle. Et je me suis mise à jouer ce spectacle dans les établissements scolaires. Et sur un deuxième temps, j'ai proposé des ateliers d'écriture. J'en ai fait plus de 120. Et pendant ces ateliers, il s'est passé une chose assez extraordinaire, c'est que ça a permis aux personnes, aux jeunes filles et aux jeunes garçons de mettre des mots sur les violences qu'ils et qu'elles subissaient. Et bienvenue Diariata Ndiaye, c'est vous que l'on découvre sur ces images. Vous avez 37 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. Vous avez fondé l'association Résonante et créé une application qui vient en aide aux femmes en détresse. C'est un sujet qui vous touche de près, on l'a compris. Vous nous direz si depuis la crise sanitaire, les demandes ont augmenté. Martine Tekaya, bienvenue à vous également. Vous avez 69 ans, vous habitez à Amiens et vous êtes bénévole dans une association qui milite pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la société. Ça s'appelle Femmes Solidaires Comité de la Somme. L'un de vos sujets à vous, c'est la place de la femme dans l'espace public. Il y a des endroits où cette place, c'est la maison et rien d'autre. Votre témoignage à suivre. Anne-Laure Baratin, bienvenue. Vous avez 39 ans, vous habitez à Aix-les-Bains en Savoie. Vous avez 3 enfants de 5 ans, 3 ans et 3 mois. En plus de toute cette grande et jolie famille, vous travaillez. Vous êtes rédactrice indépendante pour des entreprises. L'un de vos combats quotidiens, vous, c'est la question de la charge mentale pour vous, mais aussi pour les autres et vous nous expliquerez tout cela. Avec vous pour échanger ce soir, Dominique Vérien, bienvenue. Vous êtes sénatrice Union centriste de Lyon, membre de la commission des lois, vice-présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Jérémy Baquier est également avec nous, bienvenue. Vous êtes sénateur communiste des Bouches-du-Rhône, membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Diariata Ndiaye, avant de nous parler de votre combat associatif qu'on vient un petit peu de voir dans ces images, un mot peut-être de votre histoire personnelle. Elle est forte puisque c'est aussi de là que tout est parti. Vous avez été mariée de force, c'est ça ? Alors, effectivement, mais c'est vrai que généralement, je ne prends pas le temps et je trouve que je fais assez de choses et je rencontre assez de personnes victimes de différentes formes de violence que j'ai décidé, en tout cas, d'être la porte-parole de toutes les victimes que je rencontre. Donc, j'ai envie de dire que mon histoire personnelle, effectivement, elle pousse à l'engagement. Et en réalité, c'est même pas mon histoire qui m'a donné envie de m'engager. C'est de me rendre compte que même face aux violences, on a
il n'y a pas d'égalité. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'avoir cette forme de résilience en moi qui m'a permis de m'en sortir, d'avoir trouvé des personnes qui m'ont accompagnée. Je me dis que dans mon malheur, j'ai eu quand même pas mal de chance. Et de savoir que quand on est victime de violences, et peu importe les violences qu'on subit, qu'il n'y a pas d'égalité et qu'on peut se retrouver avec un parcours chaotique ou une histoire de vie totalement... totalement impactée, en tout cas par ces violences. C'est plutôt ça que j'ai trouvé assez insupportable et qui m'a poussée à m'engager. Parlez-nous peut-être de cette application Appel que vous avez créée. Pourquoi l'avoir créée? Pourquoi le signalement n'était pas simple en passant par la police? Il fallait une autre forme de signalement possible pour ces femmes? Alors cette application, elle est arrivée en 2015 et en 2015, ça faisait déjà 10 ans que je travaillais sur la question des violences sexistes et sexuelles. J'allais dans les établissements scolaires pour aborder ces thématiques-là par le biais d'un spectacle et je me suis retrouvée avec énormément de témoignages de jeunes victimes de violences ou de témoins de violences qui ne savaient pas que des solutions existaient, qui ne savaient pas que les associations avaient des dispositifs pensés pour les accompagner. Et puis, ce que j'ai réalisé sur le terrain que le fait de dire aux victimes d'appeler la police, ça n'allait pas. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas ce qu'il faut faire, c'est juste que les victimes ne le font pas pour plein de raisons différentes, pour plein de raisons diverses. Elles ne le font pas parce qu'elles n'en ont pas la possibilité, elles ne le font pas parce qu'elles n'en ont pas envie. Et puis après, il y a aussi toutes les situations dans lesquelles la police ne se déplace pas. Donc, moi, je suis partie de tous ces constats et je me suis dit, il faut proposer une solution, une autre solution, en tout cas quelque chose de complémentaire à l'appel direct vers les services de secours. Cette application, elle est très simple, elle a 4 fonctionnalités. Une fonctionnalité d'alerte qui permet à l'utilisatrice ou l'utilisateur de définir jusqu'à 3 personnes de confiance qui recevront cette alerte. Lorsque l'alerte est enclenchée, mes personnes de confiance entendent en direct ce qui se passe et ont le suivi GPS en temps réel. Donc elles comprennent ce qui m'arrive, elles savent où je me trouve. Et avec ces informations, on peut organiser les secours en soutien à la victime. Parce que je vais pouvoir appeler la police en leur disant « il se passe telle chose à tel endroit, allez-y ». Et ce qui est innovant dans cette alerte, c'est que le tout est automatiquement enregistré. Et Diariata Ndiaye, excusez-moi, est-ce que vous avez remarqué une augmentation des alertes? Qu'est-ce que la crise Covid, ou est-ce que la crise Covid a changé des choses? Donc, oui, effectivement, pendant le Covid, on sait que l'application a pu être utilisée plus facilement que l'appel direct vers les secours, par exemple. Parce que lorsque l'alerte est enclenchée, c'est une alerte qui est discrète. Ça ne se voit pas. Donc, l'alerte est enclenchée, les violences continuent et les personnes entendent ce qui se passe, ont le suivi GPS en temps réel, et donc elles peuvent appeler les secours à la place de la victime. C'était plus facile d'enclencher des alertes que de prendre son téléphone, d'appeler le 17 et de dire ce qui se passe. Et du coup, est-ce que Donc, pendant le confinement, on a fait une comparaison de ce qui se passait sur appel sur les 8 semaines avant et les 8 semaines de confinement. Effectivement, on a eu une forte utilisation de l'application. On a eu plus de 6400 alertes qui ont été envoyées pendant le confinement. Vous avez des élus avec vous ce soir pour échanger et qui peuvent faire évoluer la loi, Diariata Ndiaye. Qu'est-ce que vous aimeriez leur demander? Alors, moi, ce que j'aimerais leur demander, c'est vraiment, je crois que très peu de personnes se rendent compte de l'urgence qu'il y a à travailler avec les jeunes publics. Quand je parle des jeunes publics, le public avec lequel on travaille avec Résonante, ce sont les 15-24 ans. Pourquoi c'est urgent de travailler avec ce public? Tout simplement parce qu'on passe notre temps à intervenir en milieu scolaire. On va dans les établissements scolaires, on va à eux. Et sur ces thématiques-là, on ne peut pas attendre que les victimes viennent à nous. Il faut leur donner la possibilité et créer des espaces de discussion qui permettent aux jeunes de raconter ce qui leur arrive. Donc, on se retrouve avec les témoignages de jeunes victimes, des victimes directes, mais on a aussi les témoignages de ces jeunes qui racontent ce qui se passe à la maison. Et donc, on découvre aussi des situations de violence conjugale. Et il y a une réelle urgence, parce que je vous assure, c'est catastrophique. Quand je dis que c'est catastrophique, on va en discuter en plateau. Je termine ma phrase. Oui. C'est juste que quand on intervient auprès des classes, on se retrouve en moyenne avec entre 3 et 5 témoignages de jeunes. Donc ça sous-entend que ça concerne énormément de monde et il y a très peu de choses et de solutions
qui ont été pensés et pour ces jeunes victimes, mais aussi pour ces jeunes qui racontent ce qui se passe à la maison. Donc, ça veut dire qu'il y a une détresse folle et une attente folle, Dominique Vérien. Qu'est-ce qu'on peut apporter à ces situations? Qu'est-ce qu'on peut apporter à ces jeunes? C'est énorme, hein, 3-4 jeunes par classe. On parle de très jeunes, hein, 15-24 ans. C'est ce que toutes les associations disent, et c'est pour ça qu'on dit aussi que dans une classe de terminale, puisque en général un mineur, 20% à peu près des mineurs sont confrontés à une violence. Là, c'était le travail sur les violences sexuelles, mais évidemment, si on inclut les violences intrafamiliales, ça touche beaucoup de jeunes. Comment faire? Mieux les écouter, plus les croire. On a toujours ce problème-là d'ailleurs, que quel que soit le type de violence, que ce soit vis-à-vis des enfants ou vis-à-vis des femmes, le problème il faut les croire et il faut être formé pour pouvoir entendre. Parce que c'est pas aussi simple que ça, et c'est vrai qu'on le demande depuis longtemps et qu'on a besoin. Alors la gendarmerie, moi je suis en zone gendarmerie, évolue, mais c'est jamais assez vite. La police doit évoluer aussi, c'est jamais assez fort. Et je pense que si on peut déjà pousser plus vers ça, aider les associations, ne pas les laisser tomber, parce que on le voit bien, ce sont les associations qui vont effectivement au contact, et il est vrai que c'est beaucoup plus facile d'appeler quelqu'un de confiance que de se dire qu'on va se rendre à la police, surtout si on pense qu'on ne sera pas cru ou si on y est déjà allé et que ça a donné rien, et on le voit, tous les féminicides, souvent les femmes avaient déjà donné un signalement au départ. Et elles n'ont pas été écoutées. Hein. Diariata Ndiaye, ça elles n'ont pas été entendues, c'est surtout ça, parce qu'on n'a pas la formation pour entendre ce qui se passe pour de vrai, et on a du mal à croire la victime. Muriel Salmona en parle très bien, la victime a du mal à être crue parce que elle n'a pas la réaction que le policier qui n'est pas formé attend. Diariata Ndiaye, vous vouliez ajouter quelque chose, je crois. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, je pense, et je le répète, je pense qu'il faut aller dans les établissements scolaires, il faut aller en direction du public et leur poser la question, parce que généralement, quand on pose la question, les jeunes répondent. Et effectivement, concernant le fait d'être entendu ou pas lorsque les plaintes sont déposées, alors déjà, par rapport à notre public, la police... il y a déjà de la défiance, parce que quand on est jeune, c'est à la mode aussi d'avoir de la défiance envers la police. Et en plus, quand on voit les témoignages, même des adultes qui déposent plainte ou qui dénoncent les violences, d'ailleurs en ce moment sur Twitter, il y a le hashtag #PreuxMaPlainte, avec tous les témoignages de personnes qui sont allées déposer plainte. Et effectivement, il y a un vrai problème quand les violences sont dénoncées. Et je pense que c'est vraiment super important, surtout en direction des jeunes publics. Vraiment, si on ne les croit pas, ça peut vraiment avoir un réel impact, parce que ce sont des personnes qui vont se taire pendant très longtemps. Donc les personnes parlent, il faut qu'elles soient entendues. Jérémy Baquet, est-ce qu'il ne faudrait pas forcer les forces de l'ordre, entre guillemets, à être formées? Est-ce qu'il ne faudrait pas imposer ces formations? Ça devient un vrai sujet. Alors effectivement, moi je crois qu'il faut à la fois libérer la parole, tout le monde le dit, les associations. J'étais auparavant assistant social avant d'être sénateur, et j'ai dû accompagner un certain nombre de femmes, de jeunes filles victimes de violences, et donc on mesure le parcours du combattant. Moi je vais prendre l'exemple que j'ai pu connaître professionnellement. Quand vous vous rendez dans un commissariat, qu'il y a une vingtaine de personnes dans le hall d'accueil, que l'agent de police vous appelle à la banque du commissariat pour vous dire « mais madame, vous venez pourquoi ?» Que tout le monde entend, qu'il y a des gens du quartier qui connaissent d'ailleurs peut-être l'agresseur. C'est extrêmement compliqué. C'est une double violence, en fait, qui se rajoute à la violence déjà subie par la victime. Donc, effectivement, il y a une partie qui est libération de la parole. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait de cette parole libérée? Comment on la prend en compte? Et c'est ça le véritable enjeu. Moi, je le vois. En Espagne, le gouvernement espagnol, il y a 2 ans, a mis 1 milliard d'euros sur la table, à la fois pour protéger les femmes, mais aussi pour investir dans la prévention, dans la formation des professionnels, que ce soit des forces de l'ordre, du personnel enseignant, pour justement détecter, accompagner, suivre et protéger les publics victimes de violences. Alors Martine Tekaya, vous, la maltraitance des femmes, ça passe aussi par une place qu'elles n'ont pas toujours dans l'espace public, en tout cas qu'on ne leur laisse pas. Vous, ce que vous voyez au quotidien, ce sont des femmes qui doivent rester à la maison. Vous dites même quelque chose de très fort, c'est ce que vous avez dit en préparant cette émission, elles sont confinées toute l'année. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Elles sont confinées toute l'année. Ça veut dire qu'une grande partie de ces femmes ont pour objet vont conduire les enfants à l'école, reviennent de l'école, font le ménage, préparent la maison. Elles vont ensuite rechercher souvent les enfants pour le déjeuner, les reconduire à l'école l'après-midi, et elles vont l'après-midi éventuellement aller dans une association à proximité de chez elles, où essentiellement on va leur proposer de faire de la couture, du tricot, de la cuisine. Donc elles restent en fait confinées dans le quartier et confinées dans leurs activités. Ça veut dire qu'elles n'ont pas de place, pas d'espace pour aller simplement se promener, errer dans les rues comme elles le veulent, s'il n'y a pas une tâche précise et en particulier en lien avec les enfants ou une tâche ménagère. Voilà, tout à fait. Certaines femmes nous ont dit, on a fait ce qu'on appelle une marche exploratoire dans un quartier nord d'Amiens, qui est un quartier à 70% de logements sociaux, avec un niveau de vie très en dessous du niveau de vie moyen d'Amiens, avec des gens en grande fragilité. Et ces femmes nous ont montré tous les problèmes qu'elles pouvaient rentrer au quotidien, qui passaient par le fait que, par exemple, quand il faisait beau, il n'y avait pas un endroit où elles pouvaient se poser sur un banc, discuter entre elles, rester dehors. On s'est promené, par exemple, à un endroit où tout de suite on a été accosté par une bande de 4-5 jeunes hommes qui sont venus nous demander « mais qu'est-ce que vous faites là ? Attention, vous faites des photos, quelles photos ?» Enfin voilà, une certaine agressivité. Et là, ces femmes, elles ont envie d'autre chose, elles ont envie de ne plus être des mères de famille, mais d'être aussi des femmes. Ça vient d'où, selon vous, Martine Tekaya ? C'est le poids de codes ancestraux ? C'est quoi ? Ça vient d'où, ça ? Oui, c'est un système patriarcal que l'on subit en France. Il y a aussi dans ces quartiers, bien sûr, beaucoup de femmes qui ont des origines étrangères, de différentes origines d'ailleurs. Il y a des femmes qui viennent du Maghreb, il y a des femmes qui viennent d'Afrique, il y a des femmes qui viennent des pays de l'Est, mais où il y a toujours cette culture patriarcale qu'on connaît nous aussi d'ailleurs. Beaucoup de femmes en France ont été élevées dans cette culture, et où l'homme domine, et où l'homme décide pour la femme et l'homme envahit l'espace extérieur. On le voit par exemple dans ce quartier, il y a un marché très très connu. J'y vais assez souvent le dimanche matin, on peut considérer qu'il y a facilement 70% d'hommes au marché pour 30% de femmes. Donc les hommes continuent à envahir l'espace public. Les femmes ne vont pas dans les réunions. Ces femmes, Martine Tekaya, ne peuvent pas s'habiller comme elles le veulent. Je crois que certaines se changent quand elles arrivent dans votre association, mais elles n'osent pas s'habiller comme elles le veulent dans la rue. Voilà, alors c'était pas dans notre association, mais je racontais ça quand je travaillais. En effet, il y avait des jeunes femmes qui arrivaient avec une tenue cachant tout à fait leur forme, et quand elles arrivaient dans l'entreprise, elles changeaient de tenue, parce que quand elles sortent du quartier, il y a le regard des hommes, et elles ne peuvent pas donc sortir habillées comme elles le souhaitent. Jérémy Bacchi, en 2021, des femmes qui ne peuvent pas sortir dans l'espace public comme elles le voudraient, aussi libres qu'elles le voudraient, en tout cas pas aussi libres que les hommes. Pardon, c'est fou, non ? C'est insupportable, plus que fou, c'est insupportable pour plusieurs raisons, parce que Madame Tekaya le disait très justement, j'en parlais y compris avec les collègues de femmes solidaires dans mon département, on est effectivement dans une société patriarcale, il y a un poids d'un héritage, et bien souvent, en réalité, que ce soit les femmes ou les hommes, on se conforme dans un moule, dans une reproduction des schémas anciens qui nécessite en réalité, c'est pour ça que je reviens sur ce qu'il disait tout à l'heure, je crois qu'il faut prendre ces questions en compte dès le plus jeune âge. Il y a un véritable travail éducatif, il y a un vrai travail d'égalité femmes-hommes dès le plus jeune âge en réalité, y compris dès la maternelle, parce que... Et aujourd'hui, pour ces femmes, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que, ok, l'éducation pour les plus jeunes, pour les générations futures, c'est très bien. Bien sûr. Mais aujourd'hui, pour celles qui vivent ça, aujourd'hui, il y a des quartiers où elles ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Moi, je crois qu'il faut accompagner, aider. Le pouvoir public, il est aussi là pour permettre à ces femmes de pouvoir faire ce qu'elles veulent en toute sécurité et ensuite avoir un travail véritablement en profondeur pour changer les mentalités. Je reviens là-dessus parce que c'est extrêmement important. Je le dis d'autant plus que je considère qu'en réalité, l'homme ou une partie des hommes sont aussi enfermés dans un rôle de domination. Et je considère que l'émancipation des femmes participe aussi
de l'émancipation de tout le monde et de l'homme, in fine, qui pourrait se libérer de ce rôle de dominant. Et je crois que c'est une bonne chose. Et c'est pour ça que j'invite, je le dis en tant qu'homme, aussi les hommes à être attentifs à ces combats-là, et pas qu'attentifs, à accompagner et à militer, y compris dans des associations qui prônent l'égalité. Parce qu'on ne peut pas se désintéresser de cette question-là et considérer que c'est qu'une question qui doit intéresser les femmes. Martine Tekaya ? Oui, je rejoins l'idée en effet que c'est très jeune qu'il faut intervenir dans les écoles. Nous intervenons dès la maternelle et les écoles primaires parce que c'est à cet âge-là qu'il faut déjà orienter les enfants vers l'égalité femmes et hommes. Un autre point important, ce sont les budgets des associations. Sur ce quartier où nous avons fait les marches exploratoires, il y a multitude d'associations mais qui se débrouillent, qui n'ont rien en fait, qui n'ont pas de subventions suffisantes pour pouvoir former des femmes, les amener à prendre la parole. Il faut faire des formations par exemple pour aider les femmes à prendre la parole. On ne les voit jamais dans les réunions politiques, ou très peu. Ce sont les hommes qui viennent dans les réunions politiques. Alors, on en voit très peu de femmes. Jérémy Bacchi et Dominique Vérien. Alors voilà, quelques secondes, très rapidement. Je crois qu'il y a aussi un travail de récupération sur l'égalité salariale qui donne aussi une place aux femmes dans la société. On a vu une progression jusqu'au début des années 90 et depuis les années 90, une sorte de tassement à 25% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Et deux, c'est aussi comment on revalorise le rôle des femmes dans l'histoire. Elles sont invisibilisées de l'histoire du pays alors qu'elles ont un rôle majeur, que ce soit à la Révolution française, à 36, dans la Résistance, à la Libération. Elles ont participé à l'histoire de notre pays et elles sont invisibles des livres d'histoire. C'est aussi ça, permettre à la femme de revenir dans l'espace public. Dominique Vérien, il n'y a pas des mesures d'urgence à prendre là ? Alors, c'est très inégalitaire. On voit bien qu'il y a des quartiers où, effectivement, la femme est totalement assignée, alors que dans d'autres endroits, c'est plus libre. L'école, dès le départ, ça c'est évident. Je crois que le travail est en train de se faire. Et après, aider les associations, parce que dans certains quartiers, ça relève du combat. Et donc là, il faut militer, il faudrait utiliser l'espace et se montrer dans l'espace et obliger, finalement, les hommes à nous y voir. Mais ça suppose une présence de force de l'ordre, de sécuriser les lieux. Ça suppose une présence. Je pense que ça suppose le fait que des hommes et des femmes, mais aussi des hommes, pas seulement des femmes, des hommes et des femmes s'unissent et combattent et disent non, cet espace n'est pas à vous, n'est pas le vôtre, c'est aussi le nôtre et c'est à nous de nous emparer de l'espace. Donc à nous les femmes, mais c'est tous ensemble qu'on doit pouvoir le faire. Je ne crois pas que ce soit les forces de l'ordre qui pourront arriver à quoi que ce soit. Vous imaginez bien que c'est pas forcément très pacificateur dans un quartier, mais les associations, ça peut sécuriser les associations. Et là, pour le coup, on peut accompagner les associations pour effectivement faire des choses, pour pouvoir s'approprier des cafés. On peut tout à fait faire des cafés philo et puis et y aller. Je crois qu'il ne faut pas qu'on se laisse faire. Le vrai problème, en fait, c'est qu'on est éduqué pour laisser les hommes faire. Et puis, on se dit, bon, ma foi, et on s'en accommode. Et bien, il y a un moment où on ne doit pas s'en accommoder. D'où l'intérêt d'ailleurs des marches exploratoires dont vous avez parlé, Martine Tekaya. Anne-Laure Baratin, avec vous, on aborde un autre type de souffrance, moins lourd peut-être, mais aussi très concernant, c'est la question de la charge mentale que vivent des millions de femmes. Dans votre cas, je crois que c'est l'arrivée du premier enfant qui a changé la donne. Pourtant, avec votre mari, vous vous viviez comme un couple moderne. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être en quelques secondes ce qui s'est passé ? Moi, j'ai découvert la charge mentale, effectivement, avec l'arrivée de notre premier enfant. J'ai surtout découvert qu'un couple qu'on pense moderne, qui partage les tâches sans en avoir vraiment réellement parlé, pour qui c'est un non-sujet, peut se retrouver en fait dans un déséquilibre total lors de l'arrivée d'un enfant et notamment lors du congé maternité et les conséquences du congé maternité quand vous reprenez ensuite votre travail. Voilà. C'est-à-dire que vous vous êtes senti vous aussi assigné à certaines tâches parce que femme, alors que votre mari, je le précise, n'est pas sexiste, machiste. Non, pas du tout. Non, il fait partie de ce qu'on appelle, enfin, j'aime pas trop le terme, les hommes modernes. Mais malheureusement, quand vous êtes seul à la maison avec un bébé, vous passez toute la journée avec lui et que votre mari rentre le soir du travail, vous prenez des automatismes où vous vous retrouvez... c'est vous qui savez gérer l'enfant, qui faites les démarches pour les modes de garde, qui sont en général effectivement compliqués.
Et ça amène un déséquilibre assez important. Et ce déséquilibre, vous le ressentez d'autant plus quand vous retournez travailler, parce que vous allez prendre le pli de déposer l'enfant à la crèche le matin, puisque vous avez fait les démarches, donc vous connaissez les gens à la crèche. Et après, ce n'est pas qu'une histoire de couple, c'est aussi une histoire de société où la parentalité est encore considérée comme quelque chose qui relève des mères, de celles qui ont porté l'enfant. Dans ce que vous dites, on a l'impression que... Pardon, dans ce que vous dites, puisque vous parlez beaucoup de ce congé maternité qui semble assigner les femmes, ça veut dire que vous êtes pour un congé paternité obligatoire ? Exactement, complètement. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui ferait la différence et qui permettrait de réduire des inégalités et qui aurait des conséquences ultra positives pour la suite, que ce soit en entreprise ou même en tant qu'indépendante, parce que je précise que ça va vraiment être un défi pour la France. Il va y avoir de plus en plus d'indépendants, et notamment de femmes, qui pensent quitter le monde de l'entreprise pour avoir plus de liberté. Mais cette liberté, il faut aussi expliquer aux autres, à son couple, à ses prestataires, à l'école, à la société, que c'est pas du temps forcément qu'on veut utiliser pour plus passer avec ses enfants, mais que c'est un choix, on peut l'utiliser pour soi et pour son entreprise. Voilà un sujet très politique, Dominique Vérien, ce congé paternité obligatoire. Vous êtes pour ou pas ? Oui, je suis pour parce que ça rétablit justement cet équilibre et on voit bien que le problème se pose dès le départ. Et dès le départ, on doit pouvoir partager les tâches et on doit pouvoir être deux à s'occuper de l'enfant. Donc je pense que c'est... on a bien imposé le congé maternité. Je pense que c'est une bonne chose. Franchement, je suis pour. Comment ça peut prendre forme d'un point de vue législatif, Jérémy Bacchi ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut... Parce que beaucoup de gens ne savent pas comment fonctionnent les lois, les navettes parlementaires, les procédures parlementaires. Faire une proposition de loi sur le congé paternité obligatoire, c'est possible ou pas ? C'est envisageable. Après, est-ce que... Ça mettrait 2 ans à être en place ? Et est-ce que celui-ci sera voté ou pas ? Moi, je ne connais pas aujourd'hui la position de l'ensemble de l'échiquier politique, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale sur ce sujet-là. Mais effectivement, je partage. Je pense qu'il faut... très rapidement, notamment sur les questions de parentalité, accompagner aussi à la paternité et ne pas considérer que les tâches relatives à la parentalité devraient être quasi exclusivement conférées à la mère. Et je crois que c'est pas toujours par mauvaise volonté des pères, mais il y a aussi une reproduction de schémas anciens qui s'installent peu à peu. Et Madame Baratin le disait très justement, et je crois qu'il faut que le législateur et les parlementaires que nous sommes, on puisse parfois accélérer un processus. Parce qu'effectivement, il y a le temps long, comment on influe sur les mentalités, mais comment les législateurs que nous sommes, on est en capacité par la loi de faire accélérer un processus et modifier considérablement les mentalités. Je crois que c'est les deux. Et d'une phrase très rapide, je crois que les grands bouleversements, y compris par rapport à la vie des familles dans le pays, se sont produits parce qu'il y avait une mobilisation populaire. Et je le vois en Espagne, il y a eu une grande mobilisation des femmes 2017-2018 qui aboutit justement à ce plan de 1 milliard d'euros mis sur la table par le gouvernement espagnol. Et je crois qu'on a intérêt aussi à avoir à la fois une prise de conscience grande dans le pays, mais une mobilisation populaire couplée à l'activité parlementaire pour pouvoir faire avancer considérablement les choses. Le congé paternité, vous le prendriez, vous ? Mais écoutez, moi, s'il existait, très volontiers. Enfin, il existe en l'occurrence, il n'est pas obligatoire justement. Non, il n'est pas obligatoire. Moi, je le dis, j'en informerai le président du Sénat, Gérard Larcher, pour lui dire effectivement que le temps qu'il faut, mais y compris, pas parce que ça fait bien, mais parce que le futur père que je serai peut-être dans quelques mois ou quelques années aura aussi à cœur de passer du temps avec sa nouveau-née, pour le coup, et son épouse dans des moments un peu privilégiés. Et donc, je crois que c'est important. Et ça participera, de mon point de vue aussi, à modifier la perception du rôle de la femme dans l'entreprise, parce qu'on voit tous les freins à l'embauche, tous les freins à la promotion interne des entreprises liés à la maternité. Si demain les pères de famille s'arrêtent de la même durée que les mères de famille dans ces temps-là, ça changerait tout. Peut-être qu'on réduira dans l'entreprise les inégalités femmes-hommes. Et si vont chercher leur enfant à l'école aussi, et que du coup les réunions du soir n'ont pas lieu, les réunions du soir, les sports, aussi les activités extrascolaires, les rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste, Anne-Laure Baratin. Oui, juste pour rebondir sur ce que dit Monsieur le Sénateur, c'est que justement en Espagne, là depuis 2021, il y a 16 semaines de congés rémunérés à 100% qui sont accordées au deuxième parent. Et ça change complètement la donne. Je suis complètement d'accord avec ce que vous disiez. C'est l'entreprise, quand elle verra que la parentalité est à 50-50, ça permettra aux femmes d'avoir moins ce stress, d'accepter des nouvelles promotions, de se mettre sur le devant. Et aussi, ça aura un effet, je pense, on dit souvent, il n'y a pas de femmes en politique.
mais parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sentent qu'elles n'ont pas leur place et parce qu'elles ont la tête pleine de choses, de tout ce qui touche à la vie domestique. C'est la fameuse J'espère qu'un jour, mentale. on va considérer que tout ce qui touche à la vie domestique, c'est un vrai sujet. C'est quelque chose qu'on devrait pouvoir évoquer en couple dès le début, sans que ce soit un sujet tabou, sans que ce soit un sujet embêtant. Voilà. Et un tout petit mot, Dominique Vérien, cette charge mentale, est-ce qu'il ne faudrait pas envisager une reconnaissance de cette charge mentale d'un point de vue législatif pour les entreprises, pour qu'elles tiennent compte de cette charge mentale qui existe, hein, qui est réelle? Je ne crois pas que ça relève du législatif, objectivement. Ouais. Je crois que ça relève de la société et qu'il faut qu'on en prenne conscience et qu'il faut qu'on lutte contre là aussi. Mais je ne crois pas que ça relève du législatif. Mais ça permettrait de reboucler aussi sur ce que disait Diarata tout à l'heure. Je pense que lors du confinement, on a revu aussi, tout d'un coup, on était tous confinés à la maison et là, on a revu des rôles traditionnels se reprendre et c'est la femme qui se prenait les enfants, la cuisine, etc. D'où, à mon avis, quelques querelles qui ont dû aussi pouvoir être un peu plus violentes. Et merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce premier échange dans Dialogue Citoyen. On va maintenant se pencher sur ce que vivent les femmes dans le monde du travail, justement. Les choses évoluent, mais pas encore assez vite. Les inégalités salariales sont criantes. Chez les cadres, par exemple, l'APEC nous dit qu'à poste et profil équivalent, les hommes gagnent 7% de plus que les femmes. Même l'Europe s'en mêle et demande aux États membres de mettre des amendes aux entreprises qui ne régularisent pas les situations, sans compter évidemment certains postes qui sont encore attribués seulement à des femmes. Pourquoi et comment y remédier? C'est le thème de notre deuxième partie. Je vous propose d'abord de découvrir de nouvelles images. Cette fois, elles nous viennent d'une citoyenne qui a fait carrière dans un monde a priori plutôt masculin. Elle est propriétaire d'un garage et son quotidien, il ressemble à ça. Bonjour, je m'appelle Charlène, j'ai 30 ans et je suis gérante d'un garage automobile. Mais écoutez, je vais vous faire une visite de mon garage tant attendu. Voilà, donc là nous sommes dans le showroom et l'accueil. Et on va aller voir l'atelier mécanique où mes collaborateurs travaillent. Bonjour. Bon bah... Vous pouvez voir Gaëtan qui travaille. Et puis Yann également. Donc on va aller voir maintenant l'extérieur. Voilà, tout ça pour vous dire en fait que je suis fière de mon garage. Pour moi c'est quelque chose, une concrétisation en fait. Je rentre parce qu'il y a du vent. Une concrétisation de ma détermination et de ma patience, car pour l'acquérir, ça a été un peu compliqué, mais j'ai réussi dans ce milieu d'hommes, voilà. Et bienvenue Charlène Antique, c'est vous qu'on découvre sur ces images. Vous avez 30 ans, vous avez donc votre garage à Ploubalay dans les Côtes-d'Armor en Bretagne depuis septembre dernier. La mécanique, c'est un peu une histoire de famille chez vous. Mais quand vous avez voulu vous lancer seul, les banques ont eu du mal à vous suivre et vous dites que c'est clairement parce que vous étiez une femme. Vous allez nous détailler tout cela dans un instant. Anita Pujol est également avec nous. Bienvenue, vous avez 57 ans, vous venez de Bordeaux, vous êtes sans emploi aujourd'hui, mais les inégalités salariales, ça vous parle. Vous étiez cadre dans une banque et lorsque vous avez compris que vous n'étiez ni promu ni augmenté de façon totalement injuste, vous avez assigné votre employeur, il a été condamné mais vous l'avez payé cher et vous allez nous raconter tout cela. Céline Arnaud est également avec nous, bienvenue, vous avez 42 ans, vous êtes conseillère de caisse à Toulon depuis 20 ans. Les postes de caissière sont occupés à une écrasante majorité par des femmes. Pas d'inégalité salariale chez vous mais des discriminations, des évolutions de carrière à géométrie variable et des difficultés pour les mères célibataires, peu, voire pas du tout prises en compte par l'employeur. On va voir ça en détail aussi avec vous. Avec vous pour échanger ce soir, Martine Filleul, bienvenue. Vous êtes sénatrice socialiste du Nord, secrétaire du Sénat, vice-présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. André Gattolin est également avec nous, bienvenue. Bonjour. Vous êtes sénateur RDPI des Hauts-de-Seine. RDPI, c'est En Marche au Sénat. Vous êtes vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées et vice-président de la Commission des Affaires européennes. Charlène Antique, je me tourne vers vous. Vous êtes donc propriétaire de ce garage qu'on vient de découvrir. Vous êtes aussi chef d'atelier et vous n'êtes pas du tout donc dans un bureau. Mais d'après ce qu'on a compris, ça a été compliqué et c'est peut-être encore compliqué aujourd'hui d'être prise au sérieux en tant que femme dans cet univers. Expliquez-nous un peu. Oui, ça a été en fait une grande bataille permanente. Enfin, ça fait 10 ans que je suis dans ce monde-là et il a fallu toujours prouver.
Et mais en fait, enfin voilà, j'y suis arrivée, mais rien que l'exemple des banques, j'avais 50% d'apport, ce qui est énorme en fait pour un achat de fonds de commerce. J'ai qu'une banque sur 6 qui m'a suivie. Parce que oui, mais vous n'êtes pas avec monsieur, ou non, je prends le garage toute seule. Ou alors il y en a un qui m'a demandé, oui, mais il faudrait une attestation comme quoi, pardon. Non, pardon, je croyais que vous cherchiez le mot associé, mais non, une attestation. Non. Oui, une attestation en fait de votre ancien employeur comme quoi vous savez vendre des voitures, parce que je vends également des voitures. Voilà, donc des choses un peu, ouais. Et maintenant que vous avez votre propre garage, est-ce qu'il y a encore cette forme de sexisme au quotidien par des clients qui ne vous prendraient pas au sérieux parce que vous êtes la chef, mais il veut pas s'adresser à vous, il veut s'adresser aux mécaniciens. Enfin, comment vous vivez ça encore aujourd'hui ? Ah oui, toujours. Enfin, après, voilà, ça devient un jeu maintenant parce que les gens commencent à me connaître. Donc voilà, en fait, ils testent au début et puis au final, ça se passe bien, donc ils sont contents. Mais c'est vrai qu'au début, ils demandent mais c'est qui le patron ? Je dis c'est moi. Et forcément, à chaque fois, j'ai des petites remarques là-dessus. Quand j'ai un de mes salariés qui est à mes côtés, la personne va aller directement vers mon salarié et pas vers moi, parce que moi, je suis une secrétaire dans la tête des gens. Voilà. Au point que vous dites avec humour en préparant cette émission que ça aurait été mieux si vous aviez une moustache et que vous aimeriez avoir une moustache. Ah oui, exactement, ouais, c'est ça. J'étais prête à en acheter une dans les farces et attrapes là, pour la mettre quand quelqu'un me demandait mais où est-ce qu'est le patron, quoi. Vous le dites avec humour aujourd'hui, mais on sent quand même à la fin de cette vidéo que vous êtes un petit peu ému. Est-ce que c'est un petit peu plus difficile que ce que vous voulez nous montrer ce soir ? Alors... faut se battre tous les jours en fait. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus ? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus ? Prouver qu'on est autant capable qu'un homme, voire plus. Mais non, tous les jours, ouais, faut montrer en fait qu'on a envie d'y aller et de pas s'arrêter. Et voilà, j'ai fait énormément de concessions pendant 10 ans. J'ai travaillé d'arrache-pied, aussi, mais c'est pour moi. Et je commençais le matin à 7h, je finissais le soir à 20h pour pouvoir prouver en fait que j'étais à ma place. Clairement, c'est ça. Vous auriez un message à adresser aux femmes qui n'oseraient pas ou qui n'auraient pas votre force, ou vous aimeriez qu'on en parle aux petites filles ? Comment vous voyez les choses pour que d'autres femmes ne vivent pas ce que vous avez vécu et que ce soit plus simple ? Déjà peut-être d'arrêter de diriger dans les écoles les femmes en fait vers quelque chose qui est dans la normalité entre guillemets en ce moment, quoi. Enfin, pour le moment. Après, ça évolue quand même, mais parce qu'on voit quand même des femmes qui sont conductrices de camions, enfin voilà, des choses comme ça. Mais à l'école, quand même, on dit, toi, tu t'es bonne en littérature, tu vas aller dans cette voie-là, ou en maths, tu vas aller, plus dans cette voie-là. Jamais on va dire à quelqu'un d'aller dans un garage en tant que femme, par exemple. Alors, on va en parler avec les élus de la Haute Assemblée. Vous n'hésitez pas, Charlène Antique, si vous avez envie d'intervenir quand vous entendrez les sénateurs et sénatrices en discuter. Mais Martine Filleul, c'est vrai que ça commence dès le plus jeune âge. On a le sentiment d'orienter les petites filles vers tel métier, les petits garçons vers tel autre métier. On a aujourd'hui Charlène Antique qui adore faire de la mécanique et qui bosse dans un garage et qui est chef dans un garage, mais qui n'arrive pas à se faire accepter. C'est à la fois émouvant, alors elle le dit avec humour, mais c'est triste aussi. Oui, moi tout d'abord, vous dire que je suis très contente de faire la connaissance de Charlène. Vraiment, son exemple, son parcours mérite d'être connu, d'être diffusé, justement auprès des jeunes filles qui n'osent pas toujours, qui sont effectivement orientées vers des métiers plus féminisés. Et elles, parfois, ces filles, elles font des choix un peu par convention, par obligation, par pression. Et
justement, il faut casser ces idées reçues et ces préjugés sur les métiers pour qu'ils soient plus largement ouverts. Alors oui, moi je crois que nous avons collectivement, je le dis simplement, nous avons un gros travail à faire sur l'orientation. Il faut que dès le plus jeune âge, on ouvre le panel des possibles pour les filles et pour les garçons. Mais on a l'impression d'ailleurs. que ça fait des années qu'on l'entend, mais que ça n'avance pas ou peu. Je sais pas, ça doit commencer par les livres scolaires, par exemple. André Je Gatin, crois que ça doit passer aussi par les médias, parce qu'il y a un usage des stéréotypes quand on regarde dans la publicité ou dans les séries télé. Alors vous voyez aujourd'hui des femmes avocates, des femmes juges, mais justement, une femme garagiste, une femme brocanteur, etc. Ça mériterait, ça aurait un sens. Quand vous regardez la publicité, moi je suis fasciné, et avant d'être sénateur, je suis allé bloquer des magasins de jouets dans les centres commerciaux de mon département, où il y avait un parcours rose pour les jouets pour les filles et un parcours bleu pour les jouets pour les garçons. C'est-à-dire qu'on construit mentalement l'idée, naturellement, chez les garçons, d'un stéréotype féminin, mais chez les filles aussi d'un stéréotype où elles seraient enfermées. Et je trouve que c'est terrible. À un moment où on parle de la diversité, où le service public dit « Ah oui, on va mettre plus de femmes », c'est une question aussi qualitative. C'est où est-ce qu'on met ces hommes et où est-ce qu'on met ces femmes. Et dans la représentation populaire, excusez-moi, mais la fiction, ce qu'on diffuse à hors de grande écoute, est extrêmement important. Et j'aimerais voir précisément l'histoire d'une femme garagiste, ça me ferait plaisir. Et les banques, Martine Filleul, les banques qui seraient frileuses parce que c'était une chef de garage femme. Oui, il y a encore beaucoup d'obstacles pour la réussite des femmes, très concrètement, mais au bout du bout, on voit que Charlène a réussi à surmonter tous ces obstacles. Et moi, j'aurais envie de lui dire qu'il faut qu'elle aille dans les collèges, dans les lycées, pour montrer que ça peut fonctionner. Et aussi pour la valoriser et pour la rassurer, montrer que c'est une formidable réussite. Vous y êtes prête, Charlène ? Oh oui, pourquoi pas. Il faut avoir le temps, quoi. Oui, bien sûr. Exactement. Oui, j'oublie de dire aussi qu'il y a des réseaux de femmes qui s'organisent, des femmes chefs d'entreprise et qui permettent du coup d'avoir aussi un peu de soutien de la part de ces autres femmes chefs d'entreprise. Et puis elles peuvent aussi collectivement organiser des opérations de sensibilisation auprès des jeunes filles. Alors les femmes dans le monde du travail, ce sont aussi les inégalités salariales. Anita Pujol, l'égalité salariale. Alors vous vous êtes battue pour l'obtenir dans l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé pendant des années, vous n'y travaillez plus. Comment d'abord avez-vous su que vous étiez moins bien payé que vos collègues masculins? Comment ça s'est mis en place dans votre esprit? Comment avez-vous compris tout cela? Bonjour. D'abord, je vais préciser que je travaillais dans un grand groupe bancaire français qui communique sur un modèle coopératif et sur des valeurs de responsabilité sociétale et d'humanisme. C'est important, voir un petit peu le décalage qu'il y a entre le discours et la réalité. Je m'en suis rendu compte comment? Parce que j'ai consulté les bilans sociaux de l'entreprise et que j'ai participé, dans le cadre de mes fonctions syndicales, à la commission de l'égalité, sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Donc le bilan social, moi je l'ai consulté parce que j'avais des fonctions syndicales, mais c'est quelque chose que tout salarié peut consulter. Alors qu'est-ce qui s'est passé quand vous découvrez ça? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez revendiquer des choses? Comment c'est perçu? Comment c'est vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Avant ça, déjà, j'avais quand même postulé à 27 reprises pour un poste de catégorie supérieure sans succès. Je m'étais rendu compte que des hommes nouvellement entrés dans l'entreprise, sans expérience, sans plus de diplôme que moi, obtenaient les postes. Donc, ensuite, je me suis rendu compte de cette inégalité de salaire. Donc, j'ai formalisé une demande d'ajustement de mon salaire sur celui des hommes de même catégorie auprès de mon employeur, par des courriers et j'ai eu des entretiens également. Ça a duré à peu près 6 ans. Et je n'ai obtenu que des aumônes. C'est-à-dire que là où mon employeur me proposait 1 000 € d'augmentation sur mon salaire annuel, le juge, parce que j'ai engagé ensuite une procédure, le juge m'a accordé 1 200 € par mois. C'est-à-dire que l'écart de salaire, il était de 1 200 € par mois. On était dans l'entreprise
à des écarts entre eux, en ce qui me concerne, en fonction de l'évolution. Je suis restée 29 ans dans l'entreprise, entre 16 et 31% d'écart de salaire, avec un homme qui exerce le même métier que moi. Je parlais de ce combat qui vous avait coûté cher, cette bataille juridique. Vous diriez qu'elle vous a usé, abîmé physiquement, qu'elle vous a fatigué? Est-ce que votre santé s'est dégradée à cause de cela, de ce combat? Tout à fait, puisque dès lors que j'ai assigné, en fait, j'ai subi des pressions de plus en plus fortes. Et ces pressions sont transformées en harcèlement, ce qui m'a conduit à un arrêt de travail. Lorsque j'ai pu reprendre, l'employeur m'a proposé un autre emploi, et en fait, ça s'est avéré être un placard. Il m'a confié une mission, initialement pour 2 ans, qui a duré 2 ans et demi. Je n'avais quasiment aucune activité. Et le peu d'activité que j'avais à effectuer aurait pu être confié à un élève du collège. Il y a eu de la solidarité entre salariés? Vous avez été un peu accompagné par des collègues femmes ou hommes d'ailleurs dans ce combat? Alors j'ai eu des soutiens mais cachés. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans l'entreprise, c'est que les collègues ont peur. Ils savent qu'il y a des inégalités, les femmes le savent, mais on n'en parle pas. Et en fait, les collègues ont peur des effets, ce que je dirais, de capillarité, on va dire. C'est-à-dire que si jamais je montre un soutien trop visible, j'ai peur que finalement ce soit moi qui sois embêtée. Donc je ne veux pas le montrer. Et ce que je voulais dire également, c'est que, vous voyez, pour vous montrer ce problème, c'est que mes collègues, moi j'avais bien travaillé le sujet, puisque de l'égalité professionnelle, je connaissais le sujet, j'avais des collègues qui postulaient à un emploi de catégorie supérieure. Et donc on échangeait sur la préparation de leur entretien. Et je leur montrais avec les chiffres le bilan social, qui est quelque chose qui est indiscutable. C'est validé par un expert comptable, commissaire aux comptes. Je leur dis, voilà où tu te situes par rapport aux hommes de même catégorie, voilà ce que tu peux demander. Et elle me disait, non, je ne vais pas demander parce que si j'ai le poste, c'est déjà bien. Et je ne veux surtout pas d'ennui. Alors là, je me suis dit, on ne va jamais y arriver. André Gattelin, il faut arrêter d'être indulgent avec les entreprises, là, non? On voit bien que les écarts de salaire continuent, on voit qu'on fait pression sur des femmes quand elles se battent pour avoir le même salaire. Là aussi, il y a un sujet. Il y a un sujet, d'autant que le principe de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes est entré dans la loi en 1972. Mais est-ce qu'on contrôle? Alors, on contrôle. Il y a quand même une innovation depuis 2018. Il y a la création de l'index de l'égalité professionnelle. Ça commence à porter ses fruits puisqu'on voit des évolutions et surtout à la 3e année on entre dans des logiques où on peut sanctionner les entreprises. Alors pour le moment il y a 20%. Mais est-ce qu'ils sont fiables ces index? Parce qu'on entend beaucoup ces femmes nous dire on a une entreprise qui montre des chiffres super mais la réalité c'est pas là c'est un index généralisé qui est basé sur des normes d'ailleurs internationales parce que la notion d'index d'égalité professionnelle il n'est pas propre à la France, il est usité dans les pays scandinaves, il est usité au Canada. C'est du déclaratif venant des entreprises. Ah non, c'est des données très statistiques, c'est-à-dire que ça fait maintenant l'objet de contrôles. L'an passé, ou depuis le début de l'index, je crois, il y a eu plus de 12 000 contrôles qui ont été faits, 300 sanctions exercées. C'est un début, mais je dirais qu'au moins, on sait où sont les choses. Et là, l'idée maintenant, c'est de rendre public ces éléments. C'est pas tout que les entreprises remplissent des statistiques, il s'agit de nommer et de dénoncer et d'entrer derrière dans des procédures de sanctions qui peuvent aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Alors juste un mot, Anita Pujol, ça c'est ce qu'on appelle aussi le name and shame. Vous avez pensé à dénoncer votre entreprise, à en donner le nom et à dire voilà c'est une entreprise qui n'applique pas la loi et qui fait du harcèlement? Dénoncer, si vous voulez, l'entreprise, elle a été tellement violente avec moi quand je suis allée au tribunal. Moi, en fait, je suis allée au tribunal. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est pas acceptable que je gagne 30% de moins qu'un homme parce que je suis une femme ou parce qu'il est un homme. J'y suis allée également parce que j'aimais exercer mon métier, j'aimais éviter le conflit. Donc, je suis allée au tribunal. Mais le dénoncer, si vous voulez, comme l'employeur a été très très violent dès lors que j'ai assigné, je n'ai pas pensé à le dénoncer. Par contre, j'ai tenu bon, malgré des menaces très très violentes, vraiment violentes. J'ai eu un appel où on me disait ils veulent ta peau.
Ouais. Martine Filleul, c'est la technique du name and shame. Vous seriez pour, par exemple? Tout d'abord dire que c'est vraiment très révoltant qu'il puisse encore se passer des choses comme celle-là en 2021 avec un tel harcèlement. C'est révoltant. Vraiment, je le dis. C'est pas rare. Hein. Je vous dis, en préparant cette émission, on a eu une remontée de témoignages très nombreux sur cette question. Hein. Et malheureusement, pour rejoindre le sénateur Gattolin, même s'il y a un progrès et qu'il existe bien cet index, en même temps, il a fait l'objet par Terra Nova d'une tribune qui montre que cet index n'est pas suffisant, qu'il manque des critères et qu'il faut absolument qu'il y ait encore plus de contrôle. Et la personne qui témoigne, notre témoin, le prouve bien. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour s'améliorer. Alors, name and shame, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais j'oserais dire que c'est un mode violent et qu'il faut vraiment beaucoup de mental pour le faire. Moi, je suis toujours plutôt favorable à ce qu'il y ait un engagement aux côtés des syndicats, de la personne concernée, des salariés. Et des médiations. Les corps intermédiaires, eh bien, ont cette mission. Il faut la faire jouer à plein pour aider les salariés. Il faut que les syndicats soient forts, soient représentatifs et qu'il y ait un maximum de femmes aussi qui s'engagent dans les syndicats. C'est la responsabilité, pas des personnes concernées, des pouvoirs publics de dénoncer. Là, l'idée, c'est d'aller vers une obligation de publication, y compris de manière visible sur les sites des entreprises. Et je suis complètement d'accord avec vous. Il y a des faiblesses parce qu'on s'attache beaucoup au plafond de verre, mais on ne voit pas le plafond scotché. C'est-à-dire que dans ces indicateurs d'index, on ne voit pas la part de très bas salaires qui sont attribués aux femmes. Il n'y a pas que le salaire, Anita Pujol, d'un tout petit mot peut-être. Vous vous êtes rendu compte aussi que ça avait un impact sur le patrimoine. C'est-à-dire que vous n'avez pas pu acheter ce que vous auriez voulu acheter puisque votre salaire était de 1 200 € inférieur à ce que vous auriez dû avoir. Bien sûr. Mais oui, un écart de salaire, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où un homme va se loger dans 80 mètres carrés, une femme, elle va se loger dans 50 mètres carrés. Là où un homme va pouvoir faire des investissements pour augmenter ses revenus, une femme ne pourra pas. Donc on sait que l'argent appelle l'argent et l'argent appelle le pouvoir. Donc on voit déjà qu'on rentre dans un système. Une femme ne va pas pouvoir payer les mêmes études à ses enfants qu'un homme. En cas de précarité, en cas d'accident de la vie, maladie, chômage, on sait que les revenus baissent de façon importante. Donc une femme qui gagne moins, elle peut tomber dans la précarité. Et enfin, à la retraite, une femme qui a été discriminée tout au long de sa carrière, elle ne va pas avoir la même retraite. Donc on voit que ça a des incidences tout au long de la vie de la femme, tant sur le plan professionnel que sur le plan privé. Oui, donc là c'est la triple peine. Ouais. La triple peine, c'est pour ça que moi je pense que, si je peux continuer... Oui, allez-y. Je pense qu'il faudrait, l'index égalité c'est très bien, etc. Il faudrait donner du pouvoir, davantage de pouvoir à l'inspection du travail, que les femmes puissent les saisir sans aller au tribunal. C'est trop violent d'aller au tribunal, c'est trop violent, c'est trop risqué, c'est surtout quand on est en poste. Moi j'en ai perdu mon poste et j'en ai perdu ma santé. Voilà. Et également créer une juridiction dédiée aux droits des femmes. Ça serait plus ambitieux. Et comme ça couvrirait l'ensemble de la problématique qui touche les femmes et la place de la femme dans la société. Parce que ça, il ne faut pas se contenter au droit du travail. Je vais me tourner vers vous maintenant, Céline Arnaud. Vous, après 12 ans derrière la caisse, vous gérez aujourd'hui les hôtes et hôtesses de caisse, un métier difficile, un métier assez peu payé, peu reconnu et occupé à 95% par des femmes. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi autant de femmes à ces postes? C'est un métier qui ne plaît pas aux hommes, c'est pas assez bien pour eux? Non, je crois que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'entendais, je ne sais plus qui c'est qui le disait, c'est un stéréotype. C'est une caissière, c'est pas un caissier. Donc aujourd'hui, personne, il n'y a pas grand monde qui a envie d'être caissière. Donc assistante de caisse, aujourd'hui, c'est mieux que caissière. Mais encore moins un caissier. Donc aujourd'hui, c'est plus des étudiants qui arrivent. Donc nous, par exemple, sur notre ligne de caisse, on est 90 employés et il y a 10 hommes. Dans les 10 hommes, il y en a 7, c'est des contrats étudiants, pardon. Et 3, donc il y a un travailleur handicapé, donc il est là parce qu'il ne peut pas être dans les rayons. Et après, ces 2 autres, c'est par choix.
Et comment vous vous expliquez tout cela? Comment vous expliquez que ce soit d'abord les femmes qui se tournent vers ces métiers? C'est un métier genré, comme on dit aujourd'hui? C'est une assignation? C'est pour les femmes et pas pour les autres? Je sais pas. Après, c'est un métier déjà où on peut faire assistante de caisse, on peut rentrer dans la grande distribution sans diplôme. Donc déjà, il y a toutes la démarche, on n'a pas de diplôme, on tente, on rentre dans la grande distrib. Après, il y a les étudiants. Les étudiants qui commencent leurs études, ils ont vraiment besoin d'argent. Finalement, ils restent. Donc, c'est des étudiants, on a souvent des assistantes de caisse qui ont un bac+3, qui ont même, pour des bonnes études quand même. Hein. Et ce sont des temps partiels pour la plupart, les postes de caissière? Ah, c'est imposé. De toute façon, on rentre, c'est du 30 heures. Et voilà. Si aujourd'hui, depuis... Pardon, allez-y. Non, et si vous voulez faire du temps plein, c'est forcément un autre poste au sein du supermarché, et un poste qui n'est pas forcément accessible aux femmes, c'est-à-dire qu'il faut porter des palettes, c'est ça? Alors voilà, mais ça c'est récent. Hein. Ils nous ont proposé le temps plein il y a quelques années, pour pas dire peut-être moins que 10 ans. Hein. Et par contre, c'est de la polyvalence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouverait à mettre en rayon pour faire notre plein temps. Sauf qu'on est bien d'accord que tout le monde n'a pas les capacités physiques à aller en rayon. En préparant cette émission, vous disiez qu'il n'y avait pas d'inégalité salariale. En revanche, vous parliez quand même de discrimination, notamment au retour de congé maternité, en grossesse. Expliquez-nous un peu tout ça. Par exemple, j'ai été roller. Donc ça, c'est les... Je ne sais pas s'il y en a encore, mais on est en roller, on va donner les prix quand ça bloque en caisse. Et à ma première grossesse, je me suis arrêtée 6 mois. On avait le droit au congé parental pendant 6 mois. Quand je suis revenue, on a eu un changement de chef de caisse et il m'a mis en caisse. Alors que ça faisait des années que j'étais roller. Ouais. Et au moment du confinement, quand on a vu qu'il y avait des gens qui étaient quand même un peu agressifs dans les supermarchés, qui étaient particulièrement agressifs d'ailleurs à la caisse, est-ce que vous avez senti qu'ils étaient aussi agressifs parce que vous étiez des femmes? Bien sûr. Oui, non, ça c'est facile. Hein. Et d'ailleurs, ils le sont toujours. Ils sont toujours là. Il y a une colère énorme de la part de la population. Et donc, toute leur colère, elle est remise en fin de parcours, donc sur la ligne de caisse. Et on a énormément de gens qui déversent toute leur colère sur les assistantes de caisse. Et c'est tous les jours et c'est répétitif. Ouais. Moi, je trouve ce témoignage particulièrement, je dirais, démonstratif de la situation, parce que quand on regarde les premières analyses qu'on fait de 3 ans de ce fameux index, un des principaux problèmes en France qui se pose, c'est celui du retour de maternité, où ça se passe globalement très mal, et dans une majorité importante d'entreprises. Puis le deuxième élément, c'est toujours le fameux plafond de verre, c'est-à-dire la parité dans les 10 meilleurs salaires de l'entreprise. Avec le troisième élément qu'on a évoqué tout à l'heure, mais qui malheureusement n'est pas dans cet index et qu'il faudrait rajouter, c'est la proportion de très faibles salaires, de femmes dans les très faibles salaires. Quand on a déjà ces 3 éléments, on voit bien le problème structurel qu'on a en France, et le temps partiel et la flexibilité, c'est ce qui conduit, parce qu'on sait que souvent une mère de famille a aussi envie d'avoir du temps ou de besoin de temps, tout simplement par rapport à ses enfants. Elles sont souvent mères célibataires et l'entreprise n'en tient pas. Et voilà, et la dimension, je dirais, genre plus famille monoparentale ou parents célibataires, c'est la double peine. Et ça, c'est extrêmement compliqué à faire changer, parce qu'on se rend compte qu'il y a une série de variables qui se cumulent, et qu'on peut dire, l'égalité salariale, c'est très bien, mais l'égalité salariale sans la prise en compte, par exemple, famille monoparentale ou famille non monoparentale, eh bien, ça accroît. Alors, on aura l'impression qu'il n'y a pas de différence à statut identique homme-femme. En réalité, il y en a une à travers d'autres structures sociales. Du retour de congé maternité, la loi oblige depuis 2006 une augmentation légale au retour du congé maternité, mais elle n'est pas respectée dans 13% des cas. Ce sont des chiffres qu'on a eus il n'y a pas très longtemps, Martine Filleul. Il faut aller plus les voir, ces entreprises, il faut faire plus pression.
Oui, c'est vrai que le moment de la maternité est souvent un moment difficile pour le retour dans l'entreprise. À la fois, il y a des déclassements, des changements de poste, il y a d'autres collègues qui ont pu prendre des responsabilités alors qu'on ne pense pas à la femme qui est restée en congé de maternité. Et donc, oui, il faut toujours de la même manière interpeller les syndicats, intervenir pour que l'égalité homme-femme dans l'entreprise soit respectée. Ceci étant, moi je pense que le moment de la crise Covid a montré que à la fois les caissières, les femmes de ménage, les auxiliaires de vie, toutes celles qui sont moins bien payées finalement et moins bien traitées dans la société étaient absolument indispensables. Il nous reste quelques secondes, Céline Arnaud, je vous ai vu réagir, vous aviez peut-être quelque chose à ajouter? Oui, parce qu'aujourd'hui, je pense que les entreprises, ou en tout cas la grande distribution, il n'y a plus d'affectation. Donc aujourd'hui, on est presque polyvalent quand on part en congé maternité et on revient, on n'avait pas de poste. Ouais. C'est facile, ils détournent toutes les lois. Et en parlant effectivement on a été indispensable. Aujourd'hui, nous, ce qu'on aimerait vous demander, parce qu'on a j'ai la chance de parler pour les employés de la grande distrib, une augmentation de salaire pour pouvoir vivre et ne plus survivre. Absolument. Et ça n'est pas la réalité, puisqu'aujourd'hui, on a été augmenté de 42 centimes bruts par jour travaillé. Oui. Donc, si c'était ça le remerciement de la grande distribution, voilà. Oui, je partage complètement le point de vue pour dire que même d'autres catégories ont eu des primes. Non, ce ne sont pas des primes qu'il faut des revalorisations de salaire qui soient des vraies revalorisations de salaire pérennes, mais pour cela, il faut, faire monter les revendications, faire connaître l'exigence d'améliorer vos conditions de travail aussi sur le temps partiel. Il faut que les heures de travail de temps partiel soient mieux rémunérées, revalorisées. Et on va s'arrêter là pour cette deuxième partie. Mais merci infiniment. Merci Céline Arnaud. On a entendu votre émotion et merci de vous être livrée sur notre plateau. Merci à toutes d'ailleurs d'avoir participé et merci André Gatolin. Place à notre troisième partie. On va maintenant donner la parole à des citoyennes et des citoyens qui ont fait de ces inégalités hommes-femmes un combat quotidien et qui ont parfois trouvé les moyens d'y remédier. Alors soit en travaillant sur les mentalités et en poussant les femmes à se lancer malgré leurs inhibitions, soit en faisant de la pédagogie, de la formation, soit, cette fois c'est clair, en imposant des quotas. Inégalité homme-femme, il et elle bousculent les codes. C'est le thème de notre dernière partie. On accueille nos prochains invités dans un instant. D'abord, de nouvelles images. Elles nous viennent d'un homme qui a fait le choix de rester à la maison, de s'occuper de son enfant et dont l'épouse trouve son épanouissement professionnel. Regardez. Je m'appelle Nicolas Richefel, j'ai 41 ans, je vis dans un tout petit village qui s'appelle Mittelbergheim. C'est en Alsace et on vit au milieu des vignes. Salut bébé! Cette pandémie a radicalement changé ma façon de travailler, l'a même bouleversée. Avant, je voyageais énormément, j'étais peu à la maison et mes activités se situent principalement dans l'événementiel et dans la gastronomie. Depuis maintenant 1 an, je profite pleinement de ma nouvelle vie de père au foyer et je suis un homme extrêmement heureux. Quoi? Encore boire? Comment tu fais boire? À faire à manger? Oui! Doucement, doucement, doucement. Je citerai un chef d'entreprise qui disait « Tout ce que je perds en euros dans mes business, je le gagne 1000 fois auprès de mes enfants dans cette pandémie. » Aujourd'hui, je ne changerai pour rien au monde ma nouvelle façon de vivre. J'adapte aujourd'hui toutes mes activités à celle-ci et je suis prêt
en tout cas à garder autant que faire se peut cette nouvelle vie de père au foyer. Et bienvenue Nicolas Riffel, bienvenue à vous, bienvenue dans Dialogue Citoyen. C'est vous qu'on découvre dans les images. Vous êtes chef de restaurant éphémère, mais le confinement du printemps dernier a été comme un révélateur de votre fibre paternelle. Vous avez décidé, on vient de le voir, de vous concentrer sur vos tâches à la maison et de mettre votre carrière au second plan. Et ça vous rend très heureux, on vient de le voir et vous nous en reparlerez dans un instant. Chloé Hermary est également avec nous ce soir. Bienvenue, vous avez 26 ans, vous êtes chef d'entreprise, vous avez monté votre école d'informatique qui forme des développeurs et j'allais dire surtout des développeuses puisque vous avez 70% d'élèves femmes. Ça, c'est votre bataille après avoir constaté à quel point tout avait été conçu par et pour des hommes et vous allez nous détailler tout ça. Gaëlle Berthevas est également avec nous. Bienvenue, vous avez 43 ans. Vous êtes maire de Saint-Abraham, une commune d'environ 550 habitants dans le Morbihan. Vous dites vous-même que vous n'êtes pas une militante féministe qui manifeste dans la rue. En revanche, vous œuvrez pour la parité en politique au quotidien. Vous ne laissez rien passer, quitte d'ailleurs à vous faire une réputation pas très sympathique et vous nous expliquerez pourquoi. Avec vous pour échanger ce soir, Alexandra Borchio-Fontin. Bienvenue. Vous êtes sénatrice LR des Alpes-Maritimes, membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, membre également de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Thomas Dossus, bienvenue à vous également. Vous êtes sénateur écologiste du Rhône, vice-président de la délégation sénatoriale aux entreprises, membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Nicolas Riffel, on peut le dire, vous êtes homme au foyer aujourd'hui. C'est exactement ça, homme au foyer et très fier de l'être. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé dans votre parcours? J'ai cru comprendre en préparant cette émission que c'était quand même le confinement qui avait été comme un électrochoc. Tout à fait. Le confinement vient mes activités. Je suis chef d'entreprise et mes activités sont principalement dans l'événementiel et dans la gastronomie. Donc forcément 2 secteurs qui ont été touchés de plein fouet par cette pandémie. Et du jour au lendemain, on se retrouve un petit peu à la maison. Donc c'est super les premiers mois. Et puis par la suite, les activités qui reprennent pas. Mon épouse qui fait un changement radical de parcours professionnel aussi, avec un nouvel investissement dans ses opportunités. Et le choix de se dire, je reste finalement à la maison pour m'occuper d'Oscar, qui aurait dû normalement se retrouver en crèche. Puisque tous les deux on était en activité et au final j'ai adapté mes activités aujourd'hui à ma nouvelle vie de père au foyer. Et qu'est-ce que vous avez réalisé en changeant votre activité? Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire élever un enfant? Vous vous rendez compte de ce que vivent un certain nombre de femmes qui restent à la maison pour s'occuper de leurs enfants? Qu'est-ce que ça a réveillé aussi une fibre féministe chez vous? Qu'est-ce que ça a changé? Alors vous venez de brosser quasiment tout. Je pense que la fibre féministe, je l'ai depuis très longtemps puisque j'ai été élevé par une maman et par ma grand-mère aussi puisque mon papa travaillait énormément. Donc j'ai eu cette chance-là d'avoir découvert aussi ce que c'était être une mère au foyer. Et quand j'étais plus jeune, je voulais faire 2 métiers. Le premier, c'était curé quand j'avais 9 ans et à 10 ans, je voulais être papa au foyer avec 6 enfants. Alors déjà avec un, c'est déjà pas mal, mais après par la suite, ce qui a véritablement changé pour moi, c'est dans la prise de conscience aussi ce que c'était un enfant et de l'éduquer au quotidien. Parce que quand on travaille, on le dépose le matin et on le recherche le soir, on n'a pas vraiment conscience de tout ce qui peut se passer dans la journée de son enfant, hormis le week-end, mais qui est plus sur du loisir et de la détente. Et j'ai vraiment pu me rendre compte, et surtout ces dernières semaines, puisque Oscar grandit à bientôt 2 ans, de la charge mentale que c'est aussi de pouvoir soutenir son enfant, de l'éduquer, en plus de gérer les sociétés à côté et mon association. Donc effectivement, c'est un autre travail quelque part. C'est le plus beau métier du monde, comme disait ma maman. Et j'en suis aujourd'hui totalement convaincu à tel point que j'ai modifié ma façon de penser professionnelle aussi pour profiter en tout cas pleinement d'Oscar jusqu'au moment où il va aller à l'école. C'est un choix qu'on a fait ensemble avec mon épouse et une réflexion qu'on a eue pas très longue là-dessus parce que je suis totalement épanoui et heureux. Et c'est quoi le plus dur alors au quotidien? Changer les couches.
Non, après le plus dur au quotidien, c'est que un enfant à son âge, à l'âge d'Oscar, commence à avoir son caractère aussi, à s'affirmer. On est tous les deux levés entre 6h et 6h15 le matin. Donc on commence les activités assez tôt, vers 7h30, 7h45, il a fini son petit déjeuner. Donc on commence une véritable journée ensemble. Donc il faut l'occuper. C'est un enfant qui est insatiable de la vie. Il adore vivre et jouer. Donc on fait énormément de choses ensemble. On part le matin, on va se balader, on fait beaucoup d'activités ensemble. Il fait sa sieste de 1h, 1h30 l'après-midi et on continue les activités. On fait des balades. J'ai la chance de vivre dans un merveilleux village avec des vignes. Donc on s'occupe tout le temps. Donc de 6h du matin à 19h30, on vit une journée vraiment pleine. Nicolas Riffel, je vous propose d'écouter maintenant la réaction de nos élus en plateau sur ce genre de modèle d'homme qu'on voit finalement assez rarement, trop rarement d'après vous. En tout cas, peut-être trop rarement aujourd'hui, c'est le sujet de votre émission. Cela signifie que c'est pas encore commun. Pour moi, un homme qui élève son enfant, c'est tout à fait normal. Ils sont peut-être trop peu parce qu'il y a beaucoup d'autocensure. Je crois pas que ce soit. Je pense que tout le monde peut réussir à trouver un aménagement. Ça doit pas revenir forcément aux mamans de devoir se sacrifier dans le travail. Voilà, tout ça, c'est un travail des stéréotypes en fait à déconstruire pour pouvoir aujourd'hui partager pleinement l'éducation de son enfant. Je sais pas s'il y a une fibre maternelle, paternelle, féministe. On disait à l'instant. Je pense que n'importe quel parent est capable d'éduquer. Il faut juste ne pas s'auto-censurer et vivre pleinement son propre projet. Le projet de ce papa, c'était de passer des moments forts avec son enfant dès le début. Il faudrait que tout le monde, que tous les papas qui souhaitent faire cette même démarche y aillent et ne se sentent pas coupables ou regardés de travers par la société. C'est ça qui pose le problème aujourd'hui. C'est le regard qu'on peut porter, comme pour le congé paternité, par exemple. Justement, et ça, comment on le change? Est-ce que la loi peut y aider? Est-ce que vous, en tant qu'élu, vous pouvez aussi accompagner ce genre de changement? Oui, évidemment, mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la période du Covid qui a provoqué ce changement, ce déclic. Mais en fait, les études qui sont sorties après le premier confinement, elles ont montré que les femmes, notamment les femmes qui étaient en télétravail, assumaient une double charge encore plus aggravée que d'habitude. C'est-à-dire que là, c'est un bel exemple et ça a permis de montrer que un père pouvait devenir homme au foyer ou s'occuper pleinement de son enfant. Mais la réalité, c'est que pendant le premier confinement, ça a aggravé notamment la répartition des tâches à domicile, a aggravé la difficulté pour les femmes de conjuguer leur carrière et leur maternité. Donc effectivement, il faut pouvoir encadrer beaucoup de choses et notamment ces temps de télétravail. Il ne faut pas que ce soit des temps aussi où ils gardent les enfants, etc. Donc il y a effectivement de l'encadrement à améliorer. Mais là, c'est une belle histoire, mais la réalité, elle est un peu différente. Après le premier confinement, on a vu que c'était... C'est vrai que dans le cas de Nicolas Riffel, ça a été le confinement qui a été le déclic, vous l'avez bien dit, mais est-ce que le déclic, ça ne peut pas être un congé paternité obligatoire, par exemple? Oui, le Sénat a examiné cette proposition il y a quelque temps. Moi, je suis favorable au congé paternité et même j'irai au-delà. Je ne comprends même pas qu'il y ait encore des différences. Pourquoi une maman devrait passer ses 4 mois de congé et pas le papa? Donc je pense qu'il faut encore aller plus loin et bien sûr le rendre obligatoire. Pourquoi c'est important de le rendre obligatoire? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui, dans l'entreprise, n'osent pas prendre ces journées-là. En fait, en imposant au père de famille ce congé, donc il va être maintenant obligé, à partir du 1er juillet, il me semble, devoir prendre obligatoirement, quel papa aujourd'hui peut ne pas avoir envie de passer les premiers jours de la vie de son enfant ensemble? Ça n'existe pas. Maintenant, je comprends les pressions dans les entreprises. Oh tiens, tu prends 7 jours, etc. Maintenant, ça va être imposé. Donc, ils n'auront plus le choix. Et je peux vous dire que je pense que ça va être une libération de tous ces hommes qui, là, une fois de plus, s'auto-censuraient par pression des collègues de travail, des petites réflexions dans les couloirs de la machine à café. Qui bien sûr, tout à fait. De centaines d'années. Il faut déconstruire. Nicolas Riffel, qu'est-ce qui vous retenait, vous, pour franchir ce pas tout seul? Parce qu'on l'a vu, c'est le confinement qui a été un déclic, mais qu'est-ce qui vous retenait? C'est vrai qu'il y avait une forme de pression sociale Non, je pense pas, parce que j'ai eu la chance d'avoir un papa qui partage énormément de tâches à la maison aussi. Et clairement, c'est le travail. C'est être aussi insatiable de boulot. En 2019, pour donner un exemple, sur un mois, je dormais 6 nuits à la maison. Donc c'était vraiment le travail. C'est vraiment cette envie de travailler, d'être en mouvement, de voyager. Et c'est vrai que cet arrêt brutal a vraiment replanté l'église au milieu du village en me disant non, l'essentiel c'est pas ça. Et avec cette phrase que je retiendrai d'un papa chef d'entreprise qui a dit tout ce que je perds en business ou en euros dans mes entreprises, je le gagne 1000 fois plus en restant avec mes enfants.
Et c'est clairement ça. Aujourd'hui, ça remet vraiment les choses en place. Et peut-être qu'on est dans une société qui va trop vite. Peut-être les choses ont trop vite évolué et on a oublié l'essentiel. Que quand on a décidé de faire un enfant, puisque c'est une décision en général, et c'est qu'il faut les assumer. Et les enfants ne sont pas juste faits pour être trimballés à gauche à droite. Alors on va continuer de balayer les solutions, les pistes d'avenir avec vous, Chloé Hermary, pour faire avancer les choses en termes d'égalité entre les femmes et les hommes. Vous avez créé votre propre école qui délivre un enseignement qui se serait libéré, et là je cite vos mots, de certains biais genrés, c'est ça ? Oui, absolument. Donc on est une école qui forme à l'informatique. L'informatique aujourd'hui, il y a seulement 10% de femmes. On peut s'interroger pourquoi il n'y a que 10% de femmes. C'est au même titre un peu pourquoi il y a seulement si peu d'hommes qui sont au foyer. C'est pour en fait tous ces chemins de décision qui sont, on va dire, tracés par la société. C'est que en fait aujourd'hui on pousse plus les femmes à aller vers des métiers du service que des métiers scientifiques. Quand je dis pousser, c'est un contexte social, c'est l'éducation, c'est le fruit malheureusement d'extrêmement de leviers extrêmement insidieux dans l'éducation. Et nous en fait on s'est attaqué. Alors pourquoi aujourd'hui c'est un problème qu'il n'y ait pas de femmes dans l'informatique, c'est que les outils numériques qu'on utilise, qui sont les applications, qui sont les réseaux sociaux, etc., sont aujourd'hui créés en très grande majorité par des hommes, donc à 90% par des hommes. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'on introduit des biais dans les algorithmes, dans la conception de ces outils, qui sont des biais, en fait, du coup, de conception. Donc, je vous donne un exemple. Sur une application de running, pour faire son jogging, on a des personnes qui ont pensé, en fait, quand on croise un autre jogger, on a la possibilité de voir le parcours que ce jogger a fait. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand un jogger croise une joggeuse, il voit en fait l'intégralité de où elle est partie et de où est-ce qu'elle va rentrer, donc du coup, en fait, où elle habite. Ça, par exemple, c'est un biais de conception de probablement beaucoup d'hommes qui sont pas en fait projetés dans le fait que quand on est une femme et qu'on fait son jogging à 22h, on n'a pas du tout envie de savoir, on n'a pas envie que la personne qu'on croise sache où on va courir et où est-ce qu'on rentre chez soi. Donc l'idée en fait d'Adatech School, c'est de proposer une école, puisque l'éducation est toujours le berceau de toutes les inégalités, mais aussi dans le cadre professionnel, c'est une voie d'accès à des métiers, de proposer une école qui arrive à déconstruire les biais d'orientation pour les femmes, de les former dans un environnement dans lequel elles se sentent bien. Je pense qu'on parlait tout à l'heure justement de culture avec Nicolas. Donc l'idée, c'est de créer un environnement dans lequel elles se sentent à l'aise, légitimes, et puis ensuite de travailler avec des entreprises qui sont engagées aussi en ce sens. Chloé Hermary, vous avez fait une grande école de commerce. Est-ce que vous avez subi le sexisme, des inégalités hommes-femmes? Est-ce qu'on ne vous a pas toujours pris au sérieux? Là, aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise. Est-ce que vous sentez qu'on ne vous prend pas au sérieux parce que vous êtes une femme? Est-ce que vous le vivez encore aujourd'hui, ça? Moi, j'étais, à titre personnel, j'étais un peu garçon manqué. Je me disais, quand on veut, on peut, un peu naïvement quand j'étais petite. Donc, j'ai eu un parcours assez classique de classe préparatoire, puis de grande école. Et vraiment, dans ma tête, quand on veut, on peut. En fait, plus j'ai grandi, plus j'ai été exposée à nouveau, c'est insidieux. C'est la façon dont on s'adresse à vous quand vous rentrez dans une pièce, par exemple, dans un rendez-vous investisseur. C'est la façon qu'on a de vous prendre au sérieux. C'est les questions qu'on vous pose aussi sur votre entreprise. C'est toujours est-ce que vous avez les épaules? Est-ce que c'est toujours plus mis en doute sur votre capacité à faire plutôt que véritablement votre entreprise et vos chiffres. Et évidemment, et puis après, moi, les grandes écoles sont des milieux quand même assez aujourd'hui connus pour des comportements machos. Donc culturellement, c'était un milieu quand même où il y avait une culture machiste assez présente. Et puis après, moi, j'ai bossé en finance, donc là également, j'y étais assez exposée. Thomas Dossus, on voit que Chloé incarne une nouvelle génération qui peut-être va faire changer les choses, mais on découvre avec elle qu'effectivement, des technologies sont mises en place par des hommes et pour des hommes et ne tiennent pas compte des femmes. Alors là, c'est carrément structurel. Bien sûr, mais il n'y a pas que les technologies, il y a des biais partout et on doit apprendre à les déconstruire, à les regarder. Il faut regarder ça en face déjà. Il y a des biais, nous, par exemple, quand on prend des décisions politiques, il y a forcément des biais et comme on est dans un monde
qui est en train de changer, mais qui est aussi un monde dominé par les hommes, où on prend des décisions parfois là-dessus. Et je vais prendre un exemple. À Lyon, on est en train de mettre en place, la municipalité est en train de mettre en place un budget sensible au genre. C'est-à-dire que sur chaque dépense, on va regarder si elle profite d'abord aux femmes ou aux hommes ou à personne neutre. Donc on va regarder un peu à qui vont les subventions qu'on attribue. C'est juste à regarder où va l'argent. C'est important, c'est nous qui le distribuons. Est-ce qu'on privilégie d'abord un genre par rapport à un autre? Et puis après, on peut se doter d'outils. Les entreprises peuvent se doter d'outils. Il y a un label. Il y a des labels, il y a un label AFNOR comme une norme qui peut permettre de donner des outils de management, qui peuvent permettre de regarder autrement le management, les RH, etc., pour faire avancer l'égalité femmes-hommes et puis pour arrêter de regarder la société comme on la regardait il y a 30 ou 40 ans. C'est fou, c'est des choses auxquelles on ne pense même pas, Alexandra Borchio-Fontimp. C'est-à-dire, effectivement, et je cite aussi un exemple que vous avez donné en préparant cette émission, Chloé, ce sont les airbags faits en fonction des poids des hommes et donc qui ont mis en danger des femmes. Peut-être que vous aurez l'occasion de nous le raconter. Alexandra Borchio-Fontimp. C'est sûr que sur cette thématique, il y a deux sujets. D'abord, la féminisation et la mixité des métiers, j'ai envie de dire. Par exemple, dans mon territoire des Alpes-Maritimes, on a essayé de mettre en place des actions pour faire de la sensibilisation justement à la mixité des métiers aux collégiens. On a la technopole de Sophia Antipolis, qui est la première technopole européenne, avec énormément de métiers scientifiques, peu de femmes également. Donc, on les invite dans les collèges pour pouvoir présenter leur métier et pour essayer d'attirer des jeunes filles qui deviendront plus tard des scientifiques. Donc, ça passe. Alors, on voit qu'elles se dirigent vers un bac scientifique. Il y a beaucoup plus de jeunes filles qui ont des bacs mention très bien scientifiques et au moment de rentrer en école, c'est là où le bas blesse et on voit que dans toutes ces écoles, et elle pourra nous le dire certainement, qu'il y a, voilà, ça s'arrête parce que... Qu'est-ce qui se passe ? C'est toujours pareil, c'est toute l'image, les stéréotypes qu'on peut avoir qu'il faut absolument déconstruire et ça, on parlait de culture d'éducation, il faut le faire dès le jeune âge, il faut déconstruire ça. Un gamin, quand il a 5, 6, 7 ans, il n'est pas encore genré, c'est la société qui lui dit tu vas faire policier et tu vas t'habiller en bleu et l'inverse pour ta sœur. Donc en fait, il y a ce problème-là de la féminisation des métiers. Il faut rendre des métiers beaucoup plus attractifs. Et après, il y a les conséquences quand c'est genré et l'application, etc. Mais c'est le cas aussi dans la politique. Je veux dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de décisions qui sont prises, pas assez pour le droit des femmes à mon goût. Et donc, c'est la féminisation et le rajeunissement aussi de la classe politique qui fait qu'on s'empare des sujets. Donc voilà, il y a une incidence quand... donc c'est important, en fait. On ne dit pas qu'il faut plus de femmes, qu'on est meilleur, etc. Aucun rapport. Le sujet, il est d'une complémentarité. Et aujourd'hui, il faut faire évoluer aussi les lois sur la parité dans la politique pour parvenir à cet objectif. On va y venir aux femmes en politique avec notre troisième citoyenne dans un instant. Chloé, peut-être je vous laisse réagir. Je vous voyais réagir à ce que disaient nos élus. Oui, tout à fait. Notamment sur ce qu'on se disait sur l'orientation. En fait, il y a une question de représentation des métiers, donc du coup d'éducation, mais il y a aussi une question de... En fait, on ne va pas dans une école, par exemple, d'informatique où il y a 90% d'hommes et 10% de femmes, parce qu'on sait que c'est un endroit où on va être victime de sexisme. Même d'ailleurs, si on s'y oriente, quand on est 10% contre 90%, enfin, c'est statistiquement, c'est statistique, il y a des grandes chances qu'on soit sujette à des blagues sexistes, des comportements déplacés, etc. Et du coup, c'est pour ça aussi, pour boucler, je pense, avec la suite, c'est pour ça que les quotas, en fait, peuvent avoir de l'impact. C'est qu'on va du coup se retrouver avec des personnes qui vont avoir de la représentation au moment de l'orientation. Ils vont voir qu'il y a 50-50 de personnes dans l'établissement scolaire, par exemple. Et puis ensuite, quand cette personne, enfin les femmes, par exemple, elles seront moins exposées avec cette situation de très grande minorité et donc du coup moins exposées à des comportements sexistes, etc. Donc, je pense que ça roule avec la suite, mais c'est là où les quotas ont... Justement, les quotas, vous faites bien d'aborder ce sujet en une seconde. Oui, non, les quotas ? Oui, il faut absolument y passer. Personne n'aime les quotas parce qu'il y a le caractère obligatoire, mais dans la politique ou par exemple dans les conseils d'administration des entreprises du CAC 40, avec la loi Copé-Zimmermann, s'il n'y a pas de quotas, c'est pas respecté. Donc malheureusement, on le vérifie tous les jours. Je suis d'accord, c'est ce qui a fait bouger la politique. Exactement, et il faut la faire encore évoluer parce que notamment dans les communautés de communes, les EPCI où il n'y a pas de parité, c'est un gros problème. Alors justement, Gaëlle Berthevas, vous avez été maire au foyer pendant des années, mais aujourd'hui vous êtes maire d'une commune rurale dans le Morbihan, et vous aussi vous battez quotidiennement pour plus de parité, mais donc dans le monde politique. Comment vous faites ? Alors, c'est pas simple. C'est un vrai combat, hein. Clairement, moi, je suis élue depuis 2008 en tant qu'adjointe. J'ai été élue maire en 2014. Et en fait, ces 2 mandats-là, je me suis sentie seule, hein, déjà jeune par rapport à la moyenne d'âge, et puis surtout très peu de femmes. Donc, on se dit que c'est pas possible. Donc, du coup...
voilà, c'est aussi une question de tempérament. J'aime bien dire les choses. Donc, quand je suis entourée d'hommes et voilà, je fais savoir, je réagis aussi un petit peu avec un peu de répartie à toutes les petites blagues un peu déplacées. Donc voilà. Et puis bon, progressivement, il faut s'imposer. Mais c'est vrai que les femmes, en fait, c'est pas naturel de s'imposer. Un homme en politique, dès lors qu'il est élu, voilà, il va se sentir légitime. Une femme, elle va vouloir démontrer sa légitimité par sa force de travail. Donc ça prend plus de temps. Donc il y a besoin d'accompagner toutes ces femmes, les femmes qui sont nouvellement élues ou les femmes qui seront candidates demain pour des élections. Ça passe par la formation des élus. Ça passe aussi par des évolutions législatives, effectivement. Moi, je reste persuadée, et pourtant, je suis contre les quotas, hein, vraiment. Sauf qu'aujourd'hui, on fait le constat que si nous n'avions pas eu ces lois pour favoriser la parité, nous serions loin de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui pourtant n'est pas encore satisfaisante, puisqu'il y a seulement à peine 20% de femmes mères en France. Donc, voilà. Vous êtes aussi, je crois, pour l'écriture inclusive ? Oui, alors j'essaye. Hein. Je suis par ailleurs première vice-présidente de mon intercommunalité, donc là où il y a très peu de femmes. On a un exécutif paritaire. Voilà, moi dans mon écriture, effectivement, c'est quand je parle des élus, c'est les élus .e.s. Mais c'est pas naturel et j'ai un partenariat avec une association, avec un quotidien national, une newsletter. On n'a pas réussi à ancrer cette écriture inclusive, hein, une newsletter qui parle des élus. Et ben c'est les élus US. Je trouve pas ça bien quand on s'adresse à des élus. Je trouve que c'est bien de pouvoir féminiser parce que c'est important, parce que c'est aussi par ça qu'on va rendre naturel le fait que des femmes puissent être élues, puissent être maires ou présidentes d'intercommunalité. Vous sentez que vous dérangez parfois, que vous agacez, vous passez pour la féministe de service ? Ah oui, clairement. Alors, je ne le suis pas féministe, hein, mais dans ce combat, voilà, je suis obligée d'aller un petit peu remuer les consciences. Donc, je suis intervenue là en congrès des maires du Morbihan il y a 1 an et demi sur justement en préparation des échéances municipales. Le président de l'association des maires m'avait demandé de faire une intervention sur l'engagement des femmes en politique. J'étais face à une assemblée de 300 élus, majoritairement hommes, donc forcément, quand j'étais annoncée sur le programme, quand je suis arrivée dans la salle, on m'a dit voilà la féministe qui va venir nous donner des leçons pour aller chercher des femmes pour mettre sur nos listes. Mais c'est pas grave. Le tout, c'est de remuer un peu les consciences. Et une fois que j'ai fait cette intervention, plusieurs collègues maires sont venus me voir en me disant: oui, tu as raison, on doit aussi changer nos façons de faire. C'est-à-dire que quand on compose nos listes, au lieu d'aller trouver des femmes en leur disant voilà, je viens de chercher pour être sur ma liste parce que moi je suis commune plus de 1000 habitants, il faut que ma liste elle soit paritaire, donc je viens de chercher. Non, c'est pas une façon de parler aux femmes. Ouais. Donc non, on vient chercher les femmes parce que on a décelé en la personne des compétences, parce que ça va être un élément complémentaire d'une équipe et pas tout simplement parce qu'on doit mettre des femmes dans une équipe. Alexandra Borchio-Fontimp, vous êtes aussi, pardon, on va faire réagir en plateau, pardonnez-moi, le chrono tourne très vite. Vous êtes aussi une femme en politique, vous êtes une femme au Sénat. Est-ce que c'est aussi une chambre qui a plus d'hommes que de femmes ? Vous sentez que c'est plus difficile pour vous que pour les hommes ? Comme je viens d'arriver, il y a quand même plutôt une bienveillance pour les nouveaux arrivés, et tant mieux. En plus, c'est vrai qu'il y a une différence d'âge et certains collègues ont l'âge de mes parents, donc il y a ce côté plutôt sympathique et bienveillant. Donc je ne pourrais pas dire que j'ai été mal accueillie ou que j'ai ressenti du sexisme. Maintenant, je ne suis pas engagée depuis 10 000 ans, mais ça fait une dizaine d'années que je suis engagée, donc bien sûr que je l'ai senti, que voilà, on est jeune, on est une femme, il a fallu faire sa place. Ça ne m'a pas porté défaut, j'en suis là aujourd'hui, j'en suis très fière et honorée. Mais voilà, je ne peux pas dire que la vie est un Et alors, comment on fait évoluer les choses ? Gaëlle Berthevaz propose des choses, notamment l'écriture inclusive, tout ça. Ouais, alors moi, l'écriture inclusive, c'est mon truc. Moi, en tant qu'élue locale, j'essaye de faire du concret, donc de créer des actions, comme je disais tout à l'heure, auprès des collégiens, partout. Je pense qu'il faut profiter justement de nos mandats pour mettre en place des actions vraiment qui sont concrètes pour faire évoluer les femmes, que ce soit des actions de sensibilisation auprès des jeunes, où là, par exemple, j'ai déposé une proposition de loi aujourd'hui sur l'endométriose. Je crois que ça n'avait jamais été fait au Sénat. C'est
une maladie qui touche une femme sur 10 en France. Donc voilà, je profite aussi de ces responsabilités que j'ai, quelles que soient les instances, pour pouvoir essayer de faire évoluer la condition de la femme en général. Et on voit qu'il y a encore du boulot, hein. Il y a encore du boulot, Thomas Dossus. Bien sûr, et comme disait votre témoin, la parité, ça ne suffit pas. Il faut aussi que les femmes qui candidatent ou qui sont élues se sentent légitimes et à l'aise dans leur mandat. Il faut trouver des outils pour qu'elles y arrivent. Nous, voilà, dans l'organisation à laquelle je participe, au moment pour susciter des candidatures et qu'elles se sentent à l'aise, on a créé des espaces de non-mixité entre femmes, entre anciennes élues, entre candidates. Elles pouvaient se retrouver, partager l'expérience et continuer à porter des choses de façon légitime. Après, bon, évidemment, on se retrouvait tous ensemble, mais il y a forcément des temps où ça peut aussi aider de se doter d'outils comme ceci. Et puis, je pense aussi que la communication inclusive permet aussi de faire évoluer les choses, faire évoluer les représentations. Alors après, on peut trouver des outils, forcément, le point médian ou le point, ça peut poser des problèmes. On peut trouver d'autres façons de le faire, mais en tout cas, il faut féminiser au maximum les noms des fonctions, etc. Il faut avancer sur tout ça. C'est toutes ces représentations-là qui feront évoluer les choses. Et il y a quoi, un Sénat complètement paritaire avec quota? Ça a quand même évolué, parce qu'avant votre émission, j'ai regardé les chiffres. Donc avant les lois sur la parité, c'était 5 à 6% de femmes au Sénat. On est autour de 30% actuellement. 34,8%. Voilà. J'ai regardé aussi. Voilà, c'est ça. Ça quand même, ça évolue. Ça évolue pas encore assez vite par rapport, voilà, si on n'est pas à 50, on n'est pas, voilà, on n'est pas représentatif de la population, mais en tout cas, ça évolue. On voit que c'est les règles un peu. Et une parité imposée dans les intercos aussi? Il faudrait, mais c'est très compliqué parce que les intercos, ce sont les maires qui sont souvent parfois le seul élu à l'interco. Et comme on disait, il y a très très peu de maires femmes, et donc ça pose un tas de problèmes. Et oui, il faut évoluer là-dessus, oui. Et donc il y a encore du boulot. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir participé à ce numéro inédit de Dialogue Citoyen. Merci de vous être livrés d'ailleurs comme vous l'avez fait et d'avoir partagé un peu de vos vies, un peu de votre intimité, de vos parcours. Merci à vous de nous avoir suivis et de nous être fidèles comme à chaque numéro. On se retrouve évidemment très vite sur Public Sénat. Excellente soirée.